and gentlemen. On commence par qui? Des gens que vous connaissez? Bonjour William, bonjour à tous. Oui, on va commencer par un dessin, vous le trouverez dans Le Monde. Il est signé Séverin Millet, on y voit des femmes et des hommes, à la fois col blanc de la politique et ouvriers du macronisme, ripolliner le palais Bourbon. La façade tire par endroits vers le bleu, par endroits vers le rouge, ça fait penser à la droite, un petit peu, à la gauche aussi, mais à peine. Et tout ça nous rappelle que nous sommes à 5 jours du premier jour des législatives, une échéance dont pas mal de quotidiens se préoccupent à la une, à commencer par la Provence, qui se demande à qui va profiter la déconfiture annoncée du PS et de LR. Objectivement, le suspense n'est pas insoutenable, et je dirais même que la réponse à la question se trouve à la une de Libération, avec cet autre dessin signé Willem cette fois, où En Marche nous est présenté comme une machine à gagner, sur la foi, évidemment, des premiers résultats des votes français, des Français de l'étranger. Alors la mécanique est implacable, nous explique Laurent Geoffrin, avec environ 30% des voix au premier tour, eh bien les candidats d'En Marche seront présents au second dans de nombreuses circonscriptions, avec un avantage automatique, parce que s'ils sont face à la gauche, la droite aura tendance à voter pour eux par refus du PS ou de la France insoumise de Mélenchon, et vice-versa s'ils sont face à la droite ou à l'extrême droite. Pile, je gagne. Face, tu perds. C'est tellement simple que c'est à se demander comment le centrisme a pu s'y prendre pour réussir à ne jamais exister dans notre pays pendant des décennies. Alors évidemment, le succès d'En Marche se construit sur le dos des autres et n'épargne pas quelques figures politiques. Vous lirez ainsi dans Les Échos qu'à Villeurbanne, Najat Vallaud-Belkacem lutte contre la double peine, une défaite aux législatives qui suivrait celle de la présidentielle. Et vous lirez dans Le Parisien cette curieuse déclaration de Nathalie Kosciusko-Morizet. Dans 10 jours, ma voix peut s'éteindre. NKM, candidate à Paris, reconnaît qu'elle joue là sa survie politique. Alors on va continuer à feuilleter Le Parisien parce qu'on y apprend, ou on y réapprend, qu'il y a derrière chaque combat plus qu'une circonscription à gagner. Aucun des 7882 candidats, c'est d'ailleurs un record qui sillonne actuellement les marchés, ne vous l'avouera, mais cette élection recèle bien des enjeux financiers, lesquels valent bien que l'on investisse un peu. C'est ainsi que chaque candidat, s'il paye de sa personne, doit aussi bourse délier pour 1. Faire imprimer les bulletins de vote à son nom et 2. Informer sur son programme. Ça coûte entre 3 000 et 6 000 euros. L'État ne rembourse que ceux qui recueillent plus de 5% des voix. En retour, tout cela peut rapporter gros, surtout aux partis politiques. Un député élu rapporte 37 280 euros. 280 euros à son parti. Cette aide, renouvelée tous les ans pendant 5 ans, s'applique aussi aux sénateurs. Par ailleurs, les partis ayant obtenu au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions perçoivent 1,42 € par voix, là encore, tous les ans, pour une durée de 5 ans. Alors c'est ainsi que le PS a touché près de 25 millions d'euros l'an dernier, ou encore que LR a empoché plus de 18 millions d'euros. Le jackpot, évidemment, cette année, et pour les 5 ans qui viennent, c'est sans doute pour le mouvement En Marche. On appelle ça le financement public de la vie politique. Cela représente 40 à 100% des ressources des partis politiques. Et vous lirez dans Le Parisien qu'il y a quelques effets pervers. Depuis qu'il a été mis en place, eh bien, le nombre de candidats explose dans chaque circonscription. Avant, on était à environ 5 candidats en moyenne. Et cette année, ils sont près de 15 candidats en moyenne par circonscription. Merci, à tout à l'heure.